Le droit des femmes est un long combat qui remonte au début de toute civilisation et à la genèse du droit que l'on a aujourd'hui en France. Si aujourd'hui les sujets de droit renvoient aux hommes avec un grand H, il y a de cela pas si longtemps ce n'était pas le cas. De nombreuses femmes ont mené un combat long et pénible durant des siècles qui ne s'est jamais réellement terminé. Puisqu'aujourd'hui encore, nous retrouvons des inégalités et des courants de pensée cherchant à menacer le résultat apporté par ces longues années de combat. Mais remontons aux origines de ce combat et à la désignation de la femme par le droit. Nous sommes durant l'Antiquité. Chez les Romains, les femmes étaient désignées sous cette expression célèbre que l'on retrouve dans le digeste de Justinien, imbecilitas sexus, pouvant être traduit en français par le sexe faible. En effet, chez les Romains, le ménage place le père de famille, autrement appelé pater familias, comme le chef de famille. Le reste des membres de cette famille vivent sous ses droits. Il détient une puissance appelée la patria potestas qui au début du droit romain lui donnera le droit de vie ou de mort sur les membres de sa famille, notamment sur sa femme. La femme, quant à elle, n'a aucun droit. Elle vit sous le droit de son père jusqu'au jour de son mariage, qu'on appelle le cum manu. La femme se retrouve ainsi soumise au droit de son mari par le mariage. Cette soumission inclut le fait qu'elle n'a pas le droit au divorce. Ce droit, seulement utilisable par le mari si son épouse commet une adultère, vole les clés de la cave, et notamment si elle consomme du vin. Les peines allant jusqu'à la peine de mort. Elle est alors jugée par un jugement familial, autrement dit le mari ou le père était le juge. Par la suite, ce sera l'autorité publique elle-même qui en prendra la charge, faisant de l'adultère un délit public, répréhensible pénalement, et selon les périodes, la peine variera entre la mort ou l'emprisonnement à vie, notamment dans un monastère lorsque le christianisme deviendra la religion officielle de l'Empire. Pour revenir au mariage romain, il existait une alternative, le mariage sine manu. Un mariage qui laisse l'épouse vivre sous le droit de son père, même si orpheline ou veuve. Elle se doit de rester sous la tutelle d'un homme. Ce mariage avait pour avantage de leur laisser le droit de choisir leur mari, mais surtout pour la première fois de leur donner le droit au divorce et d'acquérir des biens toujours sous la tutelle de leur père. Ce mariage formé par consensus avait pour principale condition l'âge, allant de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Il permettait un mariage plus libre et aboutit à donner plus de droits aux femmes. Cependant, ce mariage sera perdu lorsque en 476, après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident chuta face à la vague d'invasion des peuples germaniques. Durant la période franque, à l'ère mérovingienne, le droit s'est grandement appauvri tant sur sa qualité que sur sa richesse. L'on revient à un système ne laissant aucun droit aux femmes et donnant aux hommes le droit à la polygamie. La coutume issue de la loi salique étant la principale source de droit interdit tout héritage de possession aux femmes, réservant l'acquisition du patrimoine aux hommes. Le mariage sine manu sera éclipsé par les usages germaniques qui laisseront l'appréciation du mariage aux parents. La femme est de nouveau soumise au pouvoir du mari et l'obligation de fidélité lui reste entière. Sa transgression passible de mort par strangulation ou par l'épreuve de l'eau, qui consiste à attacher une grosse pierre autour du cou de l'épouse et de la précipiter dans un fleuve. Si elle flotte, alors elle est innocente. En 751, lors de l'arrivée de l'ère carolingienne, le pouvoir de l'Église va se renforcer et imposera l'interdiction du concubinage ainsi que le divorce sous condition. Le mari devient similaire au roi avec ses sujets et aura de plus en plus de pouvoir à mesure que celui-ci augmente, à tel point que l'époux avait le pouvoir d'enfermer sa femme. Par la suite, ne s'enchaîne qu'une suite de modifications sur les conditions du droit au divorce. L'évolution se poursuivra des siècles plus tard, lors d'un des événements majeurs de la France. Les premières revendications apparaîtront autour de la période de la Révolution française. Animées par ce désir d'égalité et de liberté, les femmes ont grandement contribué à la Révolution française, notamment durant la Marche d'octobre. Le 5 octobre 1789, des foules de Parisiennes marchèrent sur Versailles en réaction à la pénurie de nourriture et aux actions anti-révolutionnaires des soldats du roi. Événement majeur qui permit de dépouiller le roi de la majeure partie de son indépendance et de son autorité, mettant fin à la monarchie dite absolue. Alors quelle trahison que fut la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 qui n'inclut visiblement pas les femmes dans cette notion d'égalité puisqu'elles étaient exclues des droits politiques et civils. Fort heureusement, Olympe de Gouges rédigera la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne le 14 septembre 1791, qui permit de grands avancements comme la loi du 20 septembre 1792 sur l'état civil et le divorce, qui traite dorénavant les deux époux à égalité, permettant de nouveau la dissolution du mariage par simple incompatibilité d'humeur ou consentement mutuel, ce qui libérait la femme mariée de la tutelle maritale. Août 1792. Les tribunaux de famille sont devenus les seuls compétents pour régler les conflits familiaux, mettant fin à la possibilité pour un mari de faire enfermer sa femme. Malheureusement, pour Olympe de Gouges, ses opinions et ses actions lui vaudront d'être guillotinée en 1793. Ses idées perdurent mais devront atteindre la fin du XXe siècle, car un individu cause de grands changements. Le Code civil de 1804 de Napoléon Bonaparte va dévaluer le statut des femmes. La femme redevient une éternelle mineure, et le Code tend à remettre en place la puissance du père de famille. Pourtant, si Napoléon est parvenu à rentrer dans l'histoire, c'est en grande partie dû aux efforts de sa femme Joséphine de Beauharnais. Et grâce à ses nombreuses relations a su augmenter la popularité de Napoléon, notamment en s'occupant de devoirs protocolaires avec élégance, et aura même lancé la mode du troubadour, qui séduisit la cour de l'époque. Le XIXe siècle se conclut par le développement de la classe ouvrière féminine, ainsi que leur droit à avoir un compte bancaire au travers de la loi du 9 avril 1881. Cela permet la création de mouvements féministes qui ont eu lieu tout du long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, notamment le mouvement de libération des femmes en 1970, mais aussi de milliers d'artistes, autrices ou encore de simples citoyennes ont contribué à une cause qui a permis de gagner de nombreux droits civils comme la suppression du devoir d'obéissance de la femme, l'abrogation de l'incapacité de la femme mariée au cours des lois de 1938, 1942 et du 13 juillet 1965, qui énonce que la femme mariée a la pleine exercice de sa capacité civile, lui donnant ainsi une autonomie civile complète. Cependant, l'homme restera le chef de famille jusqu'au 4 juin 1970, qui établit l'égalité des pères et des mères dans l'exercice de l'autorité parentale, qui était jusqu'ici appelée autorité paternelle. Le droit au divorce par consentement mutuel fut instauré en France par la loi du 11 juillet 1975. Enfin, la loi du 4 avril 2006 fixe l'âge minimum de mariage à 18 ans pour les filles et garçons, mettant fin à la disparité antérieure où les filles pouvaient se marier à 15 ans. Mais le combat ne s'est pas arrêté au droit civil, puisque la femme, grâce à son rôle décisif durant la Seconde Guerre mondiale, a acquis en premier temps une liberté professionnelle, puis des droits politiques égaux à ceux des hommes. L'on retrouve principalement l'ordonnance du 21 avril 1944 qui a abouti au droit de vote des femmes, mais aussi à la loi de 2000 imposant la parité lors des élections. En conclusion, le droit des femmes n'a cessé d'évoluer au cours des siècles et des époques. Si les Romains avaient admis l'existence du divorce sur la base du consensus, en France il a fallu attendre 1975 pour qu'il soit définitivement inscrit dans la loi pour chacun. Cela démontre l'ancienneté de ce combat qui perdure encore aujourd'hui. Il est vital que chacun et chacune se battent pour un droit qui protège chaque être humain. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'ai conscience de n'avoir fait que survoler l'étendue de ce sujet, mais j'espère cependant avoir été assez pertinent pour avoir traité